Connectez-vous à votre corps. Amenez votre conscience dans votre utérus. Des bénédictions de l'utérus, des milliers de femmes, mais aussi d'hommes, y ont déjà participé. Pas besoin d'aller à l'église et même pas besoin d'avoir un utérus. La bénédiction de l'utérus, ça se passe comment? Pourquoi tellement de femmes y ont recours et qu'est-ce que le succès de ce rituel raconte de nos sociétés occidentales? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors déjà, un utérus, c'est ça. Et pour le bénir... Non, ça se passe pas comme ça. Concrètement, ça donne ça. Voyez ou imaginez que les racines de l'arbre sont... Devant chaque participante, il y a 2 bols. L'un contient une bougie allumée pour symboliser l'énergie. L'autre, il est rempli d'eau en référence à l'utérus. La praticienne, elle lit une méditation pour envoyer l'énergie du féminin dans les différentes parties du corps et la faire circuler. Et à la fin, on boit l'eau et on souffle sur sa bougie. En fait, la bénédiction d'utérus, c'est un soin énergétique basé sur une méditation qu'on peut faire seul ou à plusieurs. D'ailleurs, 5 fois par année, plusieurs centaines de milliers de femmes se donnent rendez-vous en ligne pour une bénédiction mondiale. La bénédiction, elle concerne les femmes avec ou sans utérus et aussi les hommes. En fait, ça concerne toutes les personnes qui souhaitent s'harmoniser avec la vibration de l'énergie divine féminine. C'est en tout cas comme ça qu'en parlent celles qui organisent ces bénédictions, les Moon Mothers ou Mères de Lune. Les Moon Mothers, c'est un mouvement qui a été créé en 2012 par elle. Devenir mère lune est un chemin de développement spirituel. Miranda Gray. Elle est britannique, spécialisée dans le développement personnel et maître Reiki. Elle est aussi autrice de livres sur l'éveil au féminin sacré et sur le cycle menstruel, donc les règles. Et selon la directrice du Centre intercantonal sur les croyances, le credo du mouvement, c'est de faire de ces cycles menstruels et de tous ces processus physiologiques au féminin des lieux de ressources ou les lieux de force et non pas une faiblesse et une souffrance. La question, c'est est-ce qu'il y a derrière ces spiritualités au féminin une dénonciation peut-être aussi du silence en fait, des institutions autour de ces thématiques et où les femmes retrouveraient, à travers ce type de rituel, elles retrouveraient une forme d'autorité en fait sur leur corps. Donc c'est une manière pour certaines femmes de se réapproprier leur cycle menstruel. Aujourd'hui, les Moon Mothers, elles seraient plus de 8000 diplômées dans le monde, dont environ 400 en Suisse. Pour décrocher le diplôme, il faut suivre 2 jours de formation, soit avec Miranda Gray ou avec une de ses praticiennes agréées. En France, cette nouvelle pratique est sous le radar de la Miviludes, l'organisme contre les dérives sectaires. Elle met en garde contre les éventuels risques d'abus. En Suisse, le CIC va rendre attentif à des éventuels discours de culpabilisation. Par exemple, à des discours qui considèrent que si une femme a des règles douloureuses, ce serait lié au fait de pas être en accord avec sa féminité profonde, à sa féminité authentique, ou que ce serait lié au fait d'être déconnecté de soi. Ce genre de discours qui pourrait finalement casser l'estime de soi et générer en fait des nouvelles formes de souffrance. Faut donc rester vigilant avec les nouveaux rituels. Mais en fait, ils viennent d'où ? De nombreuses cultures donnent une place importante au féminin sacré et aux menstruations. Au Japon, par exemple, certaines mères préparent du sekihan, un plat de fête à base de riz et de haricots rouges pour célébrer les premières règles de leur fille. Également, dans l'hindouisme, on trouve plusieurs rites qui sont des rites prénataux. Et par exemple, entre le 5e et le 8e mois de grossesse, il y a un rite qui s'appelle Simantonayana. Et là, le mari va séparer la raie des cheveux de sa femme, il va la coiffer d'une certaine manière. On va lui passer autour du cou des guirlandes, on va réciter des prières et puis on va lui donner à manger des mets qu'elle apprécie. En Occident, il existe des rituels, mais ils sont pas très répandus. Il y a par exemple la baby shower, quand on mange plein de cupcakes et qu'on ouvre plein de cadeaux avant la naissance d'un enfant. Bon, ça a plutôt viré commercial. En Amérique du Nord, on célèbre la ménarche, les premières règles. Et pour marquer le coup, on fait une petite fête et la jeune fille reçoit un cadeau symbolique. Il y a aussi la célèbre tente rouge. Mais non, pas celle-là. La tente rouge, c'est un cercle de femmes, un espace de discussion bienveillant où on peut parler de son intimité. D'ailleurs, le rouge, il symbolise l'utérus et le sang des règles. Alors, le féminin sacré, vous vous en doutez, c'est pas ce qu'il y a de plus simple
à définir, parce qu'il y a autant de définitions que de personnes. En gros, on parle de spiritualité, de reconnexion avec son corps et de développement personnel. Le champ énergétique de la personne. Le féminin et le masculin, c'est différent, mais c'est cette différence qui crée un équilibre. Waouh, ça marche! Le corps des femmes, il est beau tel qu'il est, c'est le body positive. Et la nature, c'est sacré, comme chaque femme, il suffit de s'y connecter. Le féminin sacré cartonne parce qu'il répond à un besoin de spiritualité. Beaucoup de femmes, en fait, ont quitté leur institution religieuse d'appartenance parce qu'il y avait une déception, en fait, dans le récit, de ne pas pouvoir vivre leur religiosité de la même manière qu'un homme. Et ceci en particulier dans le cadre des traditions monothéistes. Donc, une difficulté aussi qui était exprimée par rapport au fait de prendre sa place dans ces institutions. Il répond aussi à une absence de rite liée aux étapes de la vie de la femme, que ce soit dans la médecine, dans les mouvements féministes ou dans les religions. Dans certaines églises, bien sûr pas toutes, on a des discours sur le fœtus, on a des injonctions sur ce que devrait être ou faire une bonne mère, mais il n'y a pas d'action rituelle reconnue officielle, il n'y a pas une liturgie spécifique pour la femme enceinte. On passe du mariage au baptême, mais c'est vraiment l'entrée du bébé dans la communauté chrétienne qui est au centre, pas la mère qu'on célèbre. Eh bien, ce manque de célébration en Occident, on essaye de le combler depuis les années 70. À cette époque, on est en plein dans le New Age. On déconstruit l'ordre établi et ça passe aussi par la spiritualité. La nouvelle vague féministe remet des pratiques ancestrales au goût du jour en piochant un peu partout. Chamanisme, druidisme... Solas répand d'abord sur son visage de l'eau de rosée prélevée au petit matin. Paganisme, wiccanisme. On parle de la Shakti, la puissance divine féminine hindoue, ou de la Pachamama, la terre-mère célébrée en Amérique du Sud. On invoque aussi la déesse égyptienne Isis et même la figure chrétienne de Marie-Madeleine. Il n'empêche que le féminin sacré aujourd'hui, ça fait pas l'unanimité. Par exemple, certains mouvements féministes critiquent la réduction de la femme à son corps et à sa fonction reproductrice. Cette focalisation sur le corps, elle est exprimée par les pratiquantes comme une reconnexion, comme une réclamation de son propre corps, alors que certaines féministes le comprennent comme une réduction au corps. Et pendant des décennies, il y a beaucoup de féministes qui ont lutté pour le droit de disposer de son corps, notamment des fonctions reproductrices. Et ça reste un point de clivage, un point important de critique. Pour certaines féministes, seules les actions politiques ont un impact sur la situation des femmes. Mais avec le sacré féminin, on n'est pas tout à fait dans le même combat. Quand on bénit son utérus, c'est la symbolique du geste qui est au cœur du rituel. Il y a évidemment une dimension sacrée, spirituelle, mais c'est surtout la reconnaissance du cycle menstruel des femmes qui est célébrée et affirmée. On peut adhérer ou pas à ces nouvelles formes de rituels, mais quoi qu'il en soit, ça permet de parler des règles et des organes féminins méconnus. Bref, ça permet de briser les tabous. Mais pas seulement. Le rituel marque les différentes étapes de la vie. Il reconnaît une réalité, celle d'avoir un utérus, mais aussi de renoncer au célibat, de perdre un proche ou de découvrir son premier cheveu blanc. Et vous, est-ce que vous auriez besoin d'avoir plus de rituels dans votre vie? Dites-le nous en commentaire. Pas grand-chose. Je pense que c'est un faux stéthoscope.